Ok. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va? C'est bon? Ça marche le micro? Super. Ok, vous êtes toujours vivants? Parce qu'après-midi, c'est dur, je sais. Après déjeuner, c'est très dur. Donc ça va, on est résiliente. C'est vrai ou pas? J'espère qu'on est. C'était super intéressant par rapport à mindfulness et plein conscience. Ça arrive en plus en éducation en fait, avec beaucoup de programmes validés dans les pays anglo-saxons et avec beaucoup de résultats très très positifs aussi. Donc en fait, plein de programmes comme Be Mindfulness sont validés et je suis sûre vont arriver en France aussi. Donc maintenant, on parlera à tour de cette question de la résilience. Je vais expliquer un petit peu de quoi on parle. Mais pour commencer, j'aimerais bien un petit peu présenter l'éducation positive, d'où je viens et tout le reste. Donc, est-ce que vous arrivez bien à me comprendre ou pas? Oui, ça va? Si vous n'arrivez pas, vous pouvez commencer à faire les gestes bizarres, expressifs, et comme ça, je vais répéter, parce que parfois, mon accent, c'est pas évident, je sais. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez deviner d'où je viens. C'est compliqué, c'est pas évident. De mon nom, vous n'allez pas comprendre trop facilement. Donc, pour commencer un petit peu, déjà, je suis un psychologue, je spécialise dans la psychologie positive. Je travaille dans la psychologie positive depuis à peu près 17 ans. Je fais plein de choses différentes. Donc, je dirige par exemple un programme de master dans la psychologie positive appliquée ici à Anglia Ruskin University, à Cambridge et à Paris. J'ai démarré donc réseau de psychologie positive appliquée en Europe. J'enseigne à Chaussée, à Centrale, par exemple. Je dirige cette boîte qui s'appelle Positron. Il est là, quelque part. Et aussi une autre boîte qu'on dirige qui s'appelle Scolavie. Scolavie, en fait, qui travaille sur toutes les questions d'éducation positive en France et comment amener l'éducation positive en France. Et j'ai une autre casquette très importante, je pense. Avant, comme je me présentais toujours par rapport à tout ce qui est professionnel. Mais comme je parle d'éducation positive maintenant, je me présente parfois aussi par rapport à les questions personnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 5 enfants dans la maison, pour les vrais, pas les singes. Ça, c'est juste une faute de famille. Et donc, comme je parle d'éducation positive, je parle aussi de cette perspective personnelle. Parce que pour survivre à 5 enfants, c'est pas toujours évident. Donc, il faut pratiquer l'éducation positive avec l'éducation normale aussi pour faire face et beaucoup de la résilience. Donc, pourquoi éducation positive? Pourquoi la résilience? Si on regarde les données scientifiques et plein de sondages différents, on va trouver que déjà dans les pays anglo-saxons, on parle beaucoup de dépression scalaire. Et en France spécifiquement, on parle de quelque chose entre 7 et presque 10% des enfants en difficulté psychologique. Donc des enfants qui souffrent de dépression, souffrent des symptômes cliniques d'angoisse, par exemple, et les enfants parfois qui aussi utilisent beaucoup d'antidépresseurs. Et on sait très bien que la France, c'est une des champions du monde par rapport à l'utilisation d'antidépresseurs. Donc, il y a beaucoup de questions parfois pas faciles à résoudre et beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de difficultés face à les systèmes français académiques, parfois pas évidents. Donc mes enfants, par exemple, sont en Angleterre avant, ils ont venu en France, c'était un choc culturel en 4e et 6e pour se transformer de ce système un petit peu plus ouvert, un système avec beaucoup de demandes très difficiles, très rigoureux et parfois pas évident à comprendre. Il y a beaucoup de points très très positifs en France, donc ça on va discuter un petit peu après. Mais juste, j'aimerais bien commencer avec cette question. Si ce n'est pas mon question, c'est une question de Martin Seligman, donc personne qui a fondé la psychologie positive. Donc si vous avez eu qu'un mot ou 2 mots, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vos enfants? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vos enfants? Ça, c'est à vous à répondre, pas à moi. Bonheur. Bonheur. Sentiment d'efficacité, santé. Amour. C'est pas mal. OK. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école?
Donc, en fait, c'est facile à présenter l'éducation positive. Parce qu'on a un petit décalage entre qu'est-ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce qu'on a envie le plus pour nos enfants, comme parents, comme enseignants. On apprend plein de très bonnes choses, la discipline, les maths, les français, le succès, comment lire, comment écrire et tout le reste. Mais est-ce qu'on apprend vraiment les compétences qui sont très importantes pour la vie? Est-ce qu'on comprend les compétences, est-ce qu'on apprend les compétences qui nous peuvent aider à faire face à plein de difficultés futures? J'aime bien cette peinture, cette image un peu bizarre, un peu délirante presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça ressemble quelque part la vie. La vie un petit peu fou, peut-être, qui nous attend. La vie où on doit parfois divorcer, parfois changer les pays, changer les contextes, s'adapter à un nouveau contexte, trouver le boulot dans les situations pas évidentes, d'être en chômage, accepter d'être en chômage aussi. Plein de situations complexes qui nous arrivent normalement dans la vie. Et donc, est-ce qu'on enseigne toutes les compétences qu'on a besoin pour apprendre à faire face à toutes les difficultés et toutes les situations différentes? Et normalement, la réponse, c'est pas vraiment. Donc, comment on peut enseigner toutes les compétences nécessaires? De quelles compétences on a besoin? Et c'est pour ça, en fait, l'éducation positive, c'est autant important. Parce que l'éducation positive, c'est quelque chose qui nous aide à enseigner les compétences, pas que les compétences académiques, mais aussi les compétences psychosociales, très importantes pour après faire face à la vie réelle. Pour moi, l'éducation positive, en fait, c'est un outil qui se concentre sur deux questions très importantes. Donc, les questions de bien-être, bonheur, donc les compétences de bonheur et bien-être. Par exemple, comme les compétences de la motivation, ou aussi que les compétences comme on comprend le rôle de son corps dans notre vie et l'interaction entre le corps et les parties psychologiques, les compétences de relations positives, par exemple, et aussi les compétences autour de la résilience. Donc, résilience. Résilience, c'est un mot un petit peu difficile. Je vais essayer de donner quelques définitions. Parce qu'en fait, entre les mots anglo-saxons, la résilience et les mots francophones, la résilience, c'est pas exactement, le sens n'est pas exactement pareil. Donc, la résilience, de quoi on parle? En français, comme on utilise ce mot, très souvent, on parle de difficultés très, très, très importantes dans la vie et comment on peut faire face à les difficultés très importantes. En anglais, en fait, on utilise ce mot dans une autre façon de soi aussi, en fait. On utilise, en fait, ce mot plus comme résilience au quotidien. En fait, une capacité à faire face à plein de difficultés, petits stress dans la vie. En fait, les capacités à rebondir aussi après une épreuve. Donc, ce n'est pas que les résiliences. Si on a, par exemple, perdu un membre de notre famille et comment faire face à la vie. Mais on parle aussi de cette résilience, par exemple, comment rebondir et continuer à travailler après un petit échec, par exemple. Si un élève il prend une mauvaise note après un contrôle. Donc, on parle de cette résilience-là aussi. Et en fait, en anglais, on utilise cette résilience au quotidien plus souvent que la résilience par rapport aux grands événements de la vie. Donc ici, on va parler de cette résilience plus au quotidien. On peut comparer les grandes résiliences avec les petites résiliences. Là, on va parler de cette petite résilience. Donc la résilience face à plein de problématiques normales, en fait, dans les vies au quotidien. Donc par exemple, dans les vies, on sait très bien, on a le très bon plan, on va tout droit, on arrive jusqu'à la fin et on a gagné. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, la résilience, c'est cette capacité à faire face à plein de difficultés dans notre chemin, différentes, parfois très importantes et parfois aussi pas autant importantes. Mais en fait, donc faire face et rebondir après les épreuves importantes et parfois pas autant importantes. Par contre, important ou pas important, cette capacité à rebondir, il est très important parce qu'on trouve que les gens qui peuvent rebondir plus facilement, c'est aussi les gens qui ont une meilleure santé et vivent plus longtemps.
c'est aussi les gens qui sont plus heureux dans leurs relations avec les autres, c'est aussi les gens qui arrivent en fait à avoir plus de succès dans le travail ou à l'école par exemple, et les gens aussi qui sont moins susceptibles aux dépressions. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Donc, on va parler aujourd'hui de ce programme que j'ai développé maintenant ces quelques années, d'abord en Angleterre, testé en Angleterre, et maintenant qui est venu en France, donc on fait les recherches pour regarder l'efficacité de ce programme. Donc ce programme, il s'appelle Spark. Donc d'abord quelques lignes d'introduction et après je vais expliquer dans quelques mots aussi un petit peu de contenu. Donc ce programme, il était construit à la base sur les bases des programmes de la résilience développés déjà aux États-Unis, qui ont été démontrés comme très très efficaces par rapport à la prévention de l'angoisse, anxiété et dépression dans les enfants. Donc d'abord, ils ont été commissionnés par les autorités locales de santé britanniques et d'abord, ils ont été expérimentés aussi dans les milieux très mixtes. Donc en Angleterre, à Londres, donc dans les milieux où on a eu beaucoup des enfants immigrants et beaucoup de difficultés psychologiques, précisément dans East London, donc dans l'est de Londres, beaucoup de difficultés psychologiques de plusieurs populations en fait. Donc les bases théoriques de ce programme, c'est la psychologie positive bien sûr, je travaille dans ce métier clairement, mais aussi beaucoup de TCC, donc thérapie cognitive comportementale, parce qu'on a aussi beaucoup d'évidence que cette thérapie elle est très efficace, pas que pour les populations affectées par les dépressions, mais aussi pour les populations normales. Donc les gens, donc en fait cette thérapie aussi fonctionne très bien comme une thérapie préventive. Donc ce n'est pas toujours les traitements après, mais aussi prévention avant. Et aussi les théories, notre base, c'est les théories de croissance post-traumatique. Donc, qu'est-ce qui se passe donc avec les gens s'ils ont survécu le stress très important et pourquoi on a les gens qui s'adaptent beaucoup mieux à ce stress que les autres. Pourquoi on peut voir les gens qui trouvent les bénéfices, les vrais bénéfices dans les difficultés très très importantes. Donc, c'était d'abord expérimenté pour les enfants autour de l'âge entre 11 et 13 ans. Maintenant, on utilise ce programme principalement pour l'âge entre 10 ans et 14 ans, mais aussi avec l'adaptation pour les plus petits et aussi plus grandes. Mais c'est l'adaptation très importante aussi. Donc, comme formation d'enseignant, on fait la formation normalement. Ce n'est pas les psychologues, en fait, qui les délivrent les programmes. Il y a beaucoup d'évidence qui démontrent que si ce type de programmes sont délivrés par les enseignants, par les gens en fait, qui connaissent les enfants très bien, ils sont beaucoup plus efficaces. Par contre, comme on fait les formations d'enseignants, on ne travaille pas tout de suite sur les enfants. Parce que pour enseigner la résilience, pour transmettre les contenus, pour transmettre les concepts, il faut le adapter, il faut le accepter pour nous-mêmes. Donc en fait, dans les 3 jours de formation, les premiers 2 jours ne sont pas à tour des enfants. En fait, on oublie les enfants pour les premiers 2 jours. Et on parle des enseignants. Donc, on parle des profs. Parce que aussi, on sait très bien, on ne parle pas très souvent des profs. Et dans les formations professionnelles, on parle très peu de cette formation pour nous-mêmes, pour l'être humain adulte qui est face aux enfants. On parle très peu de bien-être des enseignants aussi. Ok, c'est une autre question. Donc en fait, pour les premiers 2 jours, on se concentre sur les compétences des adultes. Donc comment cet adulte peut faire face à des difficultés, comme tu rentres de travail, comme tu es coincé dans un bouchon, par exemple, ou tu es en retard pour tes propres enfants à la maison, par exemple, tu ne peux plus. Après une journée avec 30 élèves qui ont fait n'importe quoi, et après il faut faire face à ses propres enfants, faire les dîners, parler gentiment avec Marie qui est énervée aussi, tout ça. Donc comment on gère notre vie au quotidien? Donc les premières parties, en fait, c'est les compétences de la résilience pour nous-mêmes. Et après, si on arrive à l'intégrer, la 3e journée, c'est comment transmettre tout ça aux enfants. Et donc, les sessions très interactives avec plein de jeux en action, discussion, études de cas et tout le reste. Donc, une autre partie, comment, bien sûr,
Là, on prend beaucoup de temps à discuter, donc, les théories de psychologie positive, les théories différentes qui viennent de médecine, de notre approche, notre compréhension de ce qui se passe dans le cerveau. Bien sûr, les problématiques, c'est si on essaie à transmettre tout ça aux enfants, ça ne va pas marcher, parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps à expliquer ça veut dire quoi, les thérapies cognitivo-comportementales et la psychologie positive. On va perdre l'attention dans les premières 2 minutes. Donc, quelques mots sur le design. Comme on prend les concepts dans psychologie, par exemple, les concepts sont un petit peu abstraits, parce que si on rentre vraiment dans la recherche, on a toujours les chercheurs qui ne sont pas exactement d'accord, on a une définition, notre définition, ils sont un petit peu vagues, ils sont un peu difficiles en fait à définir tout le reste. C'est normal. Quand on rentre dans la recherche, c'est en fait nuage quelque part. Pour exprimer quelque chose, c'est normal de voir cette nuage. Mais on ne va pas exprimer tout ça aux enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est très important. D'abord, bien sûr, on vérifie quand même qu'est-ce qu'on connaît scientifiquement. Donc, qu'est-ce qui est peut-être le plus important par rapport aux recherches à transmettre. D'abord, et ça c'est quelque chose de difficile à faire pour les vrais psychologues, par exemple. Après, en fait, on progresse pour définir un concept dans un domaine beaucoup plus concret. Parce que dans la recherche, on est concret, mais on peut avoir les différences d'avis et c'est normal. Par contre, si on transmet quelque chose aux enfants, parfois il faut dire ça, c'est ça. Et c'est difficile à dire ça. C'est difficile parce qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais à la fin, on arrive à quelque chose, on doit arriver à quelque chose de plus concret pour communiquer. Et en fait, la quatrième partie, je pense aussi autant importante, si on veut que les enfants se souviennent les concepts, se souviennent les mécanismes et en fait arrivent à mettre les mécanismes en action, il faut que tous les contenus, pas tous les contenus, mais une partie des contenus est quand même drôle. Parce que si ce n'est pas drôle, on ne se souvient pas. Si ça ne saute pas un petit peu aux yeux, ce n'est pas trop facile en fait à se souvenir et à intégrer aussi dans notre vie quotidienne. Donc, ça c'est le design. On prend les concepts abstraits, on vérifie la recherche, on le fait beaucoup plus concret et après on travaille sur quelque chose qui est drôle. Donc je vais traduire un petit peu ce programme Spark et quelques concepts, quelques éléments drôles après qu'on utilise aussi dans ce programme. Donc en fait le programme est organisé autour de acrostiches en français, acronyme en anglais, acrostiches. Autour de acrostiches, ça c'est partie anglais mais il est traduit en français aussi. C'est juste une descente, donc ce n'est pas facile à traduire. Donc, les premières parties, donc en fait, on utilise cet acrostiche pour comprendre les modèles, dans une manière pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comme on n'est pas vraiment très résilient, et aussi comment on peut devenir beaucoup plus résilient, et aussi comment on utilise cet acrostiche dans une manière beaucoup plus courte. Donc, S ici, dans cet acrostiche, c'est situation. N'importe quelle situation un peu difficile dans la vie, n'importe quel petit stress ou le stress plus important. Donc, par exemple, quelqu'un prend une mauvaise note en contrôle. P, c'est perception. Comment je peux interpréter cet événement? Comment je l'interprète? Donc, je prends une mauvaise note, je peux dire à moi-même, je suis nul. Je peux dire à moi-même, en fait, je ne vais jamais arriver. Ou je peux dire à moi-même, ok, je n'ai pas beaucoup travaillé, c'est un accident, je vais réussir beaucoup mieux les prochaines fois. Donc cette partie-là, c'est les perceptions. La troisième étape, c'est autopilote ou affectivité. Comment je me sens par rapport à ça? Et en fait, on voit très bien que si je me dis, je suis nul, je ne vais arriver jamais, comment je me sens? Pas trop bien. Un peu déprimé, pas trop engagé et tout le reste. Si je me dis, ok, je n'ai pas beaucoup travaillé, comment je me sens? Ok, peut-être un petit peu dessous, mais en même temps, pas trop pessimiste non plus. Et donc, après, c'est R, ou réaction. Réaction, donc qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Donc, si je me sens pas trop bien
Et si je sens, donc je suis nul, je me sens très triste. Donc réaction peut être, ok, je veux faire rien du tout à l'école parce que comme je vais arriver jamais, ça vaut pas la peine de continuer à travailler. Donc si ici je me sens en fait, ok, c'était un heureux, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc perception, je me sens un petit peu dessous, mais quand même, je crois que je vais arriver. Donc dans les réactions, je vais mettre beaucoup plus d'efforts pour travailler encore et peut-être pour réussir. Et les cas, c'est connaissance en fait. Donc cas knowledge en anglais. En français, c'est plus connaissance, conclusion. Donc en fait, les conclusions avec lesquelles je répare à la fin. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce modèle pour expliquer plein de situations différentes dans la vie. Et après, on travaille sur les compétences. On travaille sur les compétences de perception, comment percevoir les situations dans une manière plus juste et plus flexible. On travaille aussi sur les compétences on peut développer à tour de autopilote ou en fait affectivité. Donc ici, on travaille sur le plan conscience, mindfulness, comme les compétences à développer. On travaille aussi sur comment, par exemple, comment notre respiration peut nous aider à nous calmer dans une certaine situation. On travaille aussi, par exemple, sur le rôle d'activité physique, d'exercice physique, en fait, dans les autorégulations des émotions aussi. Là, on travaille autour des compétences d'assertivité, les compétences plus relationnelles aussi. Comment, si on est dans une situation difficile, par exemple, où par exemple, on se sent un petit peu victime, comment on peut négocier dans une manière plus réactive, plus proactive que réactive, négocier les situations. Et ici, on travaille aussi comment prendre une perspective plus grande sur les situations qui se passent. Donc en fait, on travaille les compétences et on travaille aussi les sparks dans une façon longue et dans une façon courte. Parce que comme en fait les situations de résilience parfois arrivent, il faut réagir très très vite. Et dans les réactions qui se passent très très vite, d'abord en fait, il faut travailler plus les parties réaction, donc ne pas réagir. Après, il faut travailler plus en fait les autorégulations des émotions et juste à la fin, on peut reconsidérer notre perception. Ok. Et je vous prends, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Pour donner un exemple, on travaille les compétences de perception. Donc ça, c'est les parties, est-ce que le verre est moitié plein ou moitié vide? Et donc, je vous avais promis quelque chose de drôle. Donc, comment on travaille les compétences de perception? Comment en fait, on essaie d'améliorer les perceptions? On traduit les enfants aux métaphores, bien sûr c'est une métaphore, parce qu'on n'a pas les vrais perroquets. On traduit les enfants aux métaphores de petits perroquets, qui est sur notre épaule, et nous aide à interpréter les situations différentes. Donc en fait, c'est perroquet de perception. C'est pour ça que je suis dans cette robe aujourd'hui, pour illustrer, animer les perroquets. D'accord? Donc, là, j'ai votre attention tout de suite. Donc en fait, on travaille, on essaie d'identifier les modèles différents de perception qu'on peut avoir avec les petits perroquets. Et on leur donne les noms. Donc par exemple, on peut avoir un petit perroquet qui s'appelle accusateur, qui est là sur l'épaule et qui accuse ou qui blâme en permanence les autres ou les situations. Donc c'est toujours ta faute. C'est les fautes des profs, parce que les profs, ils ne nous avons pas prévenus des sujets de contrôle. Donc il a sorti quelque chose et on n'était pas prêt du tout. Non? Vous avez jamais entendu parler? D'accord. Donc ça, c'est blâmeur ou accusateur. On peut avoir un petit perroquet inquiète. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, j'ai pris une mauvaise note. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Je ne vais jamais réussir. Ma vie est gâchée. Mes parents vont me tuer. Et tout le reste, par exemple. Donc ça, c'est l'inquiète. En fait, on a plusieurs perroquets. Donc on a aussi les perroquets coupables, par exemple. Donc là, c'est tout ta faute. Et là, c'est tout ma faute. Je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas bien préparé. Oh mon Dieu, c'est toujours tout ce que je fais, c'est toujours ma faute, je suis responsable. Un petit peu trop responsable parfois. On peut avoir les petits perroquets qui s'appellent « je m'en fous ». Mais j'ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Okay? Il est plus en plus présent comme les enfants commencent à grandir.
Donc, on a les tout petits perroquets à l'âge de 10 ans, et à 14 ans, ils sont comme les grands eagles. Et à 16 ans, c'est un monstre presque. Okay. Et maintenant, j'expérimente avec les jeunes aussi, et parfois, à 25 ans, ils sont toujours là. Ils ne sont pas partis. Ça s'appelle génération Y. Donc, okay. On a les perroquets qui s'appellent les juges, par exemple. Par contre, cette perroquet-là, on a beaucoup de profs avec les juges aussi. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. Ce n'est pas juste. Les parents maintenant, ils ne savent pas comment éduquer les enfants. Hein? Ok, ça c'est les juges. Donc en fait, on travaille sur les modèles mentaux. On essaie de l'identifier, on essaie de le questionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut démontrer que ton perroquet n'a pas raison. Ça veut dire en fait qu'on essaie de travailler pour avoir cette flexibilité mentale, pour avoir cette flexibilité d'interprétation. Ne pas toujours utiliser les mêmes modèles d'interprétation. À comprendre en fait qu'on peut interpréter les situations dans plusieurs façons négatives et bien sûr aussi plusieurs façons positives. Après, on travaille sur les autres compétences de la résilience ou sur les 4 muscles de résilience. Les 4 muscles, donc, relations positives, les hautes efficacités, les émotions positives et aussi les forces. Parce qu'on sait très bien que les enfants qui savent utiliser les propres forces dans la vie, en fait, identifier déjà les forces et les compétences. Donc, vous avez l'atelier demain, la tour des forces, par exemple. Donc, c'est les enfants qui sont aussi beaucoup plus résilients face à une situation difficile. Donc, ça, c'est plein de forces différentes, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a appris par rapport à la recherche? On a appris qu'en fait, comme nous utilisons cette méthodologie, on a haute efficacité des enfants qui augmente. On a appris qu'on a estime de soi qui augmente aussi. On a appris qu'on a les satisfactions de vie qui augmentent aussi par rapport aux groupes de contrôle aussi. On a appris que la résilience, elle augmente immédiatement après les interventions et aussi à 12 mois. Donc, c'est quelque chose qui est soutenu pour 12 mois après. Et les dépressions, en fait, descendent dramatiquement, mais comme on a aussi les différences significatives à 12 mois par rapport au groupe de contrôle. Et aussi, on a appris que les enfants qui bénéficient le plus de ce type d'intervention sont les enfants qui sont les plus sensibles, en fait. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de recherches dans l'épigénétique qui regardent cette sensibilité ou, par exemple, dépression. Il y a des hypothèses très importantes, très intéressantes qui démontrent qu'en fait, les mêmes pas gènes, mais exactement, mais les mêmes constructions génétiques qui sont responsables pour notre sensibilité à la dépression, c'est exactement les mêmes constructions génétiques qui sont responsables pour qu'on puisse bénéficier plus des contextes environnement plus positifs. Là, mon mot français il est disparu un petit peu. Donc, c'est quelque chose qu'on a trouvé très intéressant, qu'en fait, les enfants les plus sensibles aux dépressions, c'est aussi les mêmes enfants qui vont bénéficier le plus de ce type d'intervention. Et donc, dans ce moment-là, ce programme est expérimenté déjà pas mal en Angleterre, mais aussi maintenant ici à La Réunion. Et donc, Yvonne va parler des résultats préliminaires des pilotes déjà, qui étaient déjà implémentés ici à La Réunion. On expérimente pas mal à Japon et bien sûr en France aussi. À Japon, par exemple, le programme est adapté pour les enfants un petit peu plus petits, donc pour l'école primaire, et avec beaucoup de succès. Et donc ça, c'est les perroquets manga, pour finir ce discours. Donc tous les perroquets sont dessinés dans le style manga et très 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 bien reçus au Japon. Donc on peut le retrouver aussi accusateur, Gémon footiste et tout le reste. Donc merci beaucoup pour votre attention et au revoir. C'est bon.